Je me présente, François Quattreux, Cosén Développement. J'appartiens à une collectivité qui s'appelle Cosén Agglo. Alors pour ceux qui sont hors territoire, sachant qu'on fait ça en visio, dites-vous que Cosén Agglo, c'est la collectivité qui se trouve entre celle du Havre et celle de Rouen. Le petit territoire en bord de Seine, coincé entre cette métropole et cette communauté urbaine. Et on est quand même un territoire relativement industriel et on a vocation à favoriser le développement des entreprises sur nos terrains, sur notre immobilier qu'on commercialise. Et pour ça, on a une agence de développement économique qui va accompagner tous les projets d'entreprise et qui va accompagner ses propres entreprises sur son territoire. Alors, on va les accompagner sur les aides financières, on va les accompagner sur tous ces développements, tout leur développement de projet. Et puis, quelle que soit l'entreprise, que ce soit un commerce, un artisan, une TPE, une PME, une entreprise, on va faire en sorte qu'elle se sente bien sur notre territoire, voilà, y compris au niveau de l'emploi, de la formation, étant donné que c'est un des volets que nous suivons également. Voilà, et parmi toutes les actions que l'on réalise, eh bien, il y a le développement du numérique. C'est la mission, qui m'a été confiée. On fait plusieurs choses pour ça, le déploiement de la fibre optique sur le territoire, des espaces, d'accueil comme derrière moi à la baie du Valas pour, du coworking, et des bureaux pour être dans de bonnes conditions de travail pour les entreprises du numérique et de l'innovation. Et puis, des animations et c'est l'objet de cette semaine du numérique, que l'on a passé avec nombre d'entre vous et on vous remercie d'être, présents, encore ce soir. Des animations pour, se déployer sa transition numérique au sein des entreprises et la faciliter grâce à la présentation d'experts qui sont venus nous accompagner, sur cette semaine. Et parmi ces experts, on a Sylvain Guirèche de l'agence Stratégie, qui va vous faire une présentation sur, la stratégie de marketing et de réseaux sociaux. Sylvain, je te laisse, les 45 minutes, qui viennent, ainsi que, les questions-réponses, qui s'ensuivront. Bonne Parfait. présentation. Merci beaucoup, François. Est-ce que tout le monde m'entend et voit la présentation à l'écran? Pour moi, oui, pour Et pour l'instant, moi. c'est bon. Eh bien, c'est parti. Donc, effectivement, cette présentation va vous apporter quelques informations concernant tout ce qui concerne la stratégie marketing et les réseaux sociaux. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie marketing? Elle vise à implanter et renforcer une entreprise sur son marché, à définir son positionnement dans l'esprit de sa cible, à créer une valeur répondant aux besoins et désirs et attentes de celle-ci, c'est-à-dire de sa cible. L'idée, c'est de rapprocher l'offre de la demande. Alors c'est un petit peu abstrait comme ça. Plus précisément, c'est votre GPS qui vous indique comment piloter votre entreprise d'un point A à un point B. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. On a plusieurs phases hein, dans la conception d'une stratégie marketing. On va d'abord identifier des objectifs principaux. Ensuite, analyser la situation, ça va être la situation de son entreprise, mais également de l'environnement externe de l'entreprise. Déterminer les objectifs opérationnels, c'est-à-dire sur chaque opération, on va déterminer, eh bien, on doit gagner tant de visiteurs en plus sur le site, on doit ouvrir, la newsletter doit être ouverte à plus de tant de pourcents, etc. Ensuite, on va définir le plan d'action dans le temps. On va détailler un petit peu tout ça, la mettre en œuvre, la démarche stratégique et ensuite contrôler les résultats et revenir sur, le cycle donc, d'identification des projets principaux. C'est un cycle qui permet donc d'identifier les objectifs, de mettre en place des opérations, et ensuite de les contrôler et de les améliorer, bien évidemment. Alors, les phases d'une stratégie marketing, on va d'abord récolter des données.
Donc là, c'est un petit peu tout le plan que l'on va suivre dans cette présentation. Analyser les données, définir sa stratégie et son positionnement, budgétiser les actions, planifier ses actions, contrôler ses actions, améliorer ses actions. Jusque-là, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, récolter les données, tout d'abord, il y a des sites, on va dire, institutionnels, tels que celui de l'INSEE ou du ministère de l'économie et des finances, qui recèlent beaucoup d'informations statistiques sur les différents secteurs d'activité des entreprises. Donc, c'est une excellente source d'informations selon le secteur dans lequel vous vous trouvez. Vous avez également des sites tels que Statista qui vous donnent beaucoup d'informations sur les comportements des consommateurs, par exemple. Des sites ensuite comme celui de LSA Conso ou de la FEVAD, la Fédération de la vente à distance, donc qui vous donne régulièrement, tous les ans, la FEVAD publie les statistiques concernant notamment le e-commerce. Ensuite, analyser les données, une fois qu'on a récolté toutes celles-ci, donc des données notamment sur les clients, les données comment est-ce que les consommateurs agissent, interagissent, selon tel secteur, quel type de client a une appétence pour tel ou tel produit, le vôtre en l'occurrence. Également, analyser les données concernant la concurrence. Ça peut être intéressant de voir ce que font les concurrents, reprendre ce qu'ils font de bien, parce que il y a des concurrents qui font des choses très bien, et puis ne pas reproduire leurs erreurs. L'aspect législatif également peut être intéressant dans la récolte des données et dans leur analyse, puisque des lois peuvent interagir sur votre business. Et puis enfin, l'aspect technologique, on va essayer d'aller chercher aussi quelle technologie est plus propice à contribuer au développement de votre business. On va faire un petit focus sur les clients, puisque je vous invite fortement à avoir une stratégie qui soit très fortement, comme on dit, customer centric, c'est-à-dire centrée sur le besoin, les envies et les appétences de vos clients. Alors, déjà, déterminer leur âge, donc on va faire des groupes de personnes et puis dans votre cas précis, vous allez avoir une clientèle qui est dans une tranche d'âge particulière, peut-être plus masculine ou féminine. Est-ce que ce sont des gens qui sont urbains, périurbains ou qui habitent à la campagne? Quelle est leur catégorie socio-professionnelle? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Quels sont leurs centres d'intérêt? Et on va déterminer donc le buyer persona. Le buyer persona, c'est un avatar de votre clientèle type qui va être la personne à qui on va s'adresser en priorité, qui va regrouper le plus gros groupe de votre clientèle et de votre cible. Vous pouvez avoir plusieurs cibles pour telle ou telle raison. Ça, c'est pas un problème, vous pouvez avoir plusieurs personas. Ensuite, donc, on va définir sa stratégie, une fois qu'on a récolté et analysé les données. Donc, on va définir qu'attendent mes clients et comment est-ce que je peux répondre à ces attentes. Où se trouvent mes clients? Alors, où géographiquement, mais également sur quel canal digital est-ce qu'ils se trouvent? Ou pas du tout. On peut avoir une clientèle qui n'est pas du tout digitalisée, ça peut arriver aussi. Quelles sont mes valeurs? Extrêmement important. Qu'est-ce que je porte comme valeur? Quelle est ma plus-value? Qu'est-ce que j'apporte en plus à mes clients? Est-ce que je suis différent de mes concurrents? Et auquel cas, il est intéressant d'opérer une réflexion sur la différence et ce qu'on apporte en plus. Et tout ça, c'est le positionnement.
avec une carte que l'on peut voir ci-dessous. Et puis, c'est un schéma assez classique en marketing qui va avoir en abscisse un critère plus ou moins fort, en ordonnée également. Et donc, on va se positionner par rapport à ses clients, à sa concurrence, pardon. Donc, plus de visites sur le site, plus d'ouverture de la newsletter, plus d'engagement sur les réseaux sociaux, plus de formulaires remplis. Ce sont des objectifs quantifiés qui vont nous guider dans la stratégie. Gagner plus d'argent n'est pas un objectif marketing. Augmenter son CA, c'est bien évidemment un objectif final et général, principal, mais il faut qu'on détermine les sous-objectifs qu'on a cités juste avant, c'est-à-dire il faut être précis, ciblé. Ensuite, on va budgétiser ces actions. Alors, 2 solutions, soit vous faites faire. Très clairement, et on va briser un tabou, faire des opérations de communication, faire des opérations de marketing, ça a un coût. Il faut déterminer un budget pour ça. On ne peut pas considérer que faire des posts Facebook, ça soit des actions marketing pertinentes. On va gagner, il y a peu de chances que vous gagnez beaucoup de clients, tout du moins suffisamment pour gagner votre vie en uniquement postant sur Facebook. Donc, il y a des actions marketing à mettre en place sur les différents canaux qui demandent un petit peu de technique, un petit peu de savoir-faire. Ça peut être en graphisme, en paramétrage d'outils techniques, en codage. Il y a beaucoup de techniques qui servent au marketing. Ne serait-ce que prendre des photos, savoir prendre des photos, ça fait partie de la communication et du marketing. Donc voilà pourquoi soit vous faites faire. Et donc toujours vraiment, on est bien en train de parler d'une stratégie marketing, c'est-à-dire qu'on part d'un point A à un point B, et donc il faut déterminer l'ensemble de ces actions. Ensuite, donc, une petite phrase que j'aime bien par rapport au fait de faire appel à un professionnel, c'est celui qui croit qu'un professionnel coûte cher n'a aucune idée de ce que peut lui coûter un incompétent. Certains en ont fait les frais. Voilà, je vous laisse à cette réflexion. Et puis, si ça se passe mal, ça va forcément beaucoup moins bien marcher, forcément. Tout le monde aura reconnu la référence, pour les plus anciens. En tout état de cause, concernant le budget, un entrepreneur doit faire preuve de réalisme. Il n'y a pas de place au rêve dans le business. Donc on va ensuite planifier les actions. Vous pouvez utiliser, il y a certains outils qui existent, mais ne serait-ce qu'un Google Agenda, ça fait très bien l'affaire. Voire pourquoi pas une feuille de papier quadrillé, un tableau Excel, ce que vous voulez. Mais vous allez donc, par exemple, vous appuyer sur les actus de votre secteur. Pour un magasin de moto, j'ai fait un plan de com et de marketing où les actualités liées au secteur de la moto étaient retracées. Alors par exemple, si on veut écrire un article de blog, on va l'écrire, par exemple, 3 mois avant ou 3 mois avant un événement. Imaginons qu'on traite des 24 heures du Mans. Alors, on va parler hors Covid, on va parler d'événements. Mais si on veut traiter pour un magasin de moto des 24 heures du Mans, pourquoi? Parce que les 24 heures du Mans, dans le secteur de la moto, c'est une requête qui va être beaucoup tapée. Les motards tapent 24 heures du Mans ou s'intéressent à cet événement. Donc, en termes de référencement, ils vont aller taper la requête 24 heures du Mans. Et puis, si vous en parlez sur votre site, il se peut que ça génère de la visite sur votre site. Donc il faut, pour être bien,
postez votre article qui est en rapport avec un événement 3 mois avant. Comme ça, vous avez le temps que Google le prenne en compte et que là, vous bénéficiez de toute la montée du nombre de requêtes liées à cet événement. Voilà. Donc c'est un exemple. Alors, vous planifiez vos publications sur les réseaux sociaux, vos articles de blog, vos campagnes AdWords, l'envoi de vos newsletters, les publications dans la presse. Donc tout ça, ça vous fait un calendrier et si vous êtes organisé, eh bien, vous êtes bien dans l'actualité et dans l'attente des clients. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'écrire sur les vacances au sport d'hiver en plein mois de juillet, mais plutôt à la fin de l'été pour que votre article soit pris en compte et comme je le disais, pour que vous bénéficiez de la montée en charge des requêtes sur le sujet que vous traitez. Alors, il y a 2 outils utiles qui communiquent très bien ensemble. Il s'agit donc de Google Agenda et de Trello. Trello, c'est la petite image que l'on voit en bas à gauche. C'est un outil extrêmement simple et extrêmement pratique. Alors moi, ça me fait penser à ce jeu de cartes, souvent le solitaire que l'on voit sur les ordinateurs. En fait, ce sont des cartes qui correspondent à une tâche. Ces tâches, elles sont assignées à une personne et elles ont une date d'échéance. C'est-à-dire que la personne est informée. Alors c'est un outil collaboratif, hein, tout le monde peut s'y connecter. Tous les membres d'une équipe qui sont informés de l'existence du Trello, mais bon, ils sont enregistrés. Et donc c'est un outil collaboratif où on va, selon le plan des actions, eh bien, indiquer qu'un tel doit faire telle tâche à telle date. Et on peut mettre des alertes qui vont nous dire: «Attention» et j'en ai encore reçu aujourd'hui parce que je travaille sur un projet où on a mis en place un Trello. Eh bien, demain, il y a une tâche qui doit être faite, par moi-même donc mais heureusement, elle a déjà été faite. Donc tout va bien et comme ça, on est bien dans le timing. C'est extrêmement important et on n'oublie rien. Voilà, ce sont, et ce qui est assez sympathique, c'est que Trello, pour peu qu'il soit connecté avec, Google Agenda, alors Google Agenda, moi, c'est un outil que j'utilise, quotidiennement, hein et donc les dates que l'on met dans Trello sont, affichées dans le Google Agenda. Donc je vois, quand je parcours ma semaine, eh bien, que tel jour, telle tâche doit être faite et c'est extrêmement pratique. D'une manière générale, il faut considérer que ce qui est dans votre ordinateur n'est pas dans votre tête et en termes de charge mentale, c'est un vrai confort et c'est extrêmement efficace. Alors, une petite question. Les personnes, vous allez pouvoir ouvrir vos micros pour y répondre. Qui a dit la différence entre un rêve et un projet, c'est une date? De qui est cette phrase? Et qui est très vraie et très utile en marketing. Est-ce que quelqu'un sait? Alors, je ne vois pas les gens si vous levez la main ou mais bon, vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Personne? Eh bien, c'est Walt Disney. Donc la différence entre un rêve et un projet, c'est une date, c'est-à-dire que, et ça vaut pour vos actions marketing, il va falloir, les planifier dans le temps. Donc ensuite, une fois qu'on a planifié ces actions et réalisé, ces actions, on va les contrôler. On va surveiller dans le temps leur progression. Alors là, j'ai mis un graphique, hein, pour voir quelle est la progression des visites sur le blog, des ouvertures de newsletters, des clics de newsletters, pourquoi pas des abonnements aux newsletters également.
Alors, chacun de ces points a ses caractéristiques techniques et ses modes de fonctionnement propres, hein, mais tout du moins, il est important de contrôler dans le temps, est-ce qu'on est en progression ou est-ce qu'on est en récession? Donc, et pour ça, on se fait, un tableau Excel, ça fonctionne très bien et on met que voilà, la newsletter de ce mois-ci, elle a fait, plus, moins. Avec Excel, on peut faire, des différences et calculer des progressions entre différentes cellules, hein. Donc, vous pouvez, noter qu'il y a une progression régulière sur cette action. Toutes ces actions marketing, tous ces leviers marketing, ils servent à attirer du monde vers votre entreprise sur ces différents canaux, marketing. Voilà, tout simplement. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, on va y venir tout à l'heure. Ça peut être, le site internet, ça peut être le blog, et cetera. Ça peut être les appels, tout simplement au service client. Voilà, il y a tout un tas de paramètres et de ce qu'on appelle des KPI, KPI, donc Key Point Indicator, et donc qui sont à mettre en place pour contrôler les actions que l'on met en place dans le cadre de sa stratégie. Alors voilà, on va déterminer la progression de la performance. Donc, qui dit progression, c'est-à-dire comparaison entre deux données dans le temps. On va calculer le ROI, le ROI, Return on Investment, retour sur investissement, dont la formule s'affiche à l'écran. Vous avez le CA généré moins le coût de la stratégie et des coûts qui vous ont été nécessaires à la mise en place d'une opération, moins ces mêmes, divisé par ces mêmes coûts multipliés par 100, et donc vous avez le calcul du ROI. Également, vous pouvez avoir un bénéfice en notoriété. Vous pouvez avoir des retours presse ou la création de partenariats. Donc vos actions, elles ne sont pas toujours que dans la performance, elles peuvent être également dans l'image de marque. Donc tout n'est pas performance. Par exemple, sur une stratégie pour un client, il était le calcul du ROI prévisionnel de sa campagne AdWords générale était donc le coût nécessaire était le budget était de 14 000 €, mais le retour sur investissement n'était que de 12 000 €. Et ma recommandation était de lui dire: «Eh bien oui, il faut faire cette campagne AdWords malgré tout». Pourquoi? Parce que, il y aura certes une perte de 1 000 € en l'occurrence, supposée, pour peu que le site, fasse, son travail de conversion. Mais il y aura un gros travail de notoriété et de trafic et l'ensemble des personnes qui vont, cliquer sur les pubs AdWords, ce sont toujours des gens, qui vont, connaître le site. Donc dans une phase de démarrage, on peut accepter de perdre de l'argent, puisque ça va induire pour acquérir des clients, il y a des coûts d'acquisition. Les coûts d'acquisition se calculent, bon, c'est une autre formule marketing, mais en résumé, un coût d'acquisition, c'est, on va voir le budget qu'on a mis à avoir l'ensemble des nouveaux clients divisé par le nombre de ces nouveaux clients, et ce qui veut dire que chacun de ces nouveaux clients, nous a coûté, alors en général, c'est entre, 10 et 50 € pour avoir un nouveau client. Ce sont des coûts, réels, et donc pour avoir, ces nouveaux clients, il y a des coûts d'acquisition qui peuvent baisser. Il faut savoir que, les coûts de fidélisation sont beaucoup moindres. Ça coûte moins cher d'inciter à acheter une nouvelle fois un client, une fois qu'il a déjà été client chez vous. Voilà. Donc ensuite, on va viser à améliorer ses actions, et donc on va revenir à l'étape 4, puisque, à partir du moment où on a fait tout ce processus, on revient, c'est un petit peu le cercle qu'on a vu en début de présentation. Eh bien, ce cercle, on va, revenir sur la partie, eh bien, définir des objectifs, les budgétiser, les planifier, les contrôler, les améliorer, et
c'est un cercle, un cercle vertueux qui permet à chaque fois, eh bien, d'optimiser son budget. Puisque si on a de meilleurs résultats pour la même somme d'argent, ça veut dire que les campagnes sont de plus en plus efficaces grâce à la connaissance client que l'on en retire. Alors, comment développer ces réseaux sociaux? C'est une autre partie de cette présentation. Alors, je vais vous dévoiler l'un des plus grands secrets des gens qui réussissent sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes tous prêts. Soyez vous-même, tant mieux. Voilà, tout simplement. Merci et bonne fin de journée. Voilà, sans blaguer, on va un petit peu approfondir, mais c'est réel, c'est réel. Il faut faire ressortir vos qualités, à savoir la bienveillance, l'altruisme, l'entraide, le partage, le professionnalisme, l'expertise. Donc les réseaux sociaux, c'est bien du social. Donc les règles qui s'appliquent dans la vraie vie s'appliquent sur les réseaux sociaux. Si vous avez tous ces éléments qui sont à l'écran, vous allez attirer à vous des gens. Bien évidemment, c'est évident. D'une manière générale, il faut inspirer confiance parce que la confiance, c'est la base du commerce. Attention, warning, n'essayez pas de vendre à tout prix. C'est extrêmement pénible et ça fait fuir en général les gens sur les réseaux sociaux, les gens qui essayent de placer leurs produits à n'importe quelle occasion. Nous sommes tous confrontés et sujets à un ensemble un grand nombre de publicités quotidiennement. Donc, ça n'est pas du tout la bonne manière de procéder. Le mieux même, c'est presque de ne pas parler de ces produits. On va appeler ça de l'anti-vente, mais ça fonctionne pas mal puisque les gens, s'ils découvrent que vous avez les qualités qui étaient présentes juste avant, eh bien, vont s'intéresser à vous et donc à ce que vous faites. Alors, quels réseaux sociaux? Quand poster? Quels outils? Que poster? Utiliser les hashtags, identifier des personnalités, interagir avec sa communauté et donner une info utile. Alors, tout d'abord, quels réseaux sociaux? Bien évidemment, selon la cible qui est la vôtre et que vous avez définie donc, dans la stratégie qu'on a vue en première partie, eh bien, tous les réseaux sociaux ne correspondent pas à votre cible. Il n'est pas utile ni nécessaire de passer du temps sur des réseaux sociaux où aucune des personnes qui est dessus n'est intéressée par vos produits. Voilà. Alors, quand poster, par exemple sur Facebook, le top 3, c'est autour des pauses repas, le mercredi entre 11 h et 13 h, les jours de la semaine de 9 h à 15 h en général, donc d'une manière générale. Mais on a observé qu'il y avait des pics voilà, sur ces créneaux-là. Alors, pas vraiment le dimanche et ni tellement avant 7 h du matin ou après 17 h. Sauf si votre cible, elle est à Hong Kong, auquel cas vous vous affairez au créneau horaire. Sur Instagram, le top 3, donc le mercredi vers 11 h, le vendredi entre 10 et 11. Donc on voit que le milieu de journée, c'est toujours intéressant. Et d'une manière générale, du mardi au vendredi, de 10 h à 15 h. Alors, pas vraiment le dimanche et pas vraiment non plus avant 7 h du matin ou après 17 h. Concernant Twitter, c'est plutôt le mardi, le mercredi, le vendredi à 9 h. Les gens qui tweetent sont des gens matinaux et donc d'une manière générale, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. Pas tellement le week-end et toujours pas avant 7 h
ou après 17 heures. Pour LinkedIn, le top 2 des créneaux, c'est le mardi et le mercredi de 9 heures à midi, donc plutôt le matin. Entre 8 heures et 14 heures, du mardi au vendredi, c'est les créneaux où il a été constaté qu'il y avait une plus forte affluence. Pas vraiment le week-end, pas vraiment avant 7 heures du matin ou après 17 heures. LinkedIn étant un réseau professionnel, bien évidemment, les heures de bureau sont les plus pertinentes. Alors, quand poster, ça va dépendre également de votre communauté. La communauté des sportifs, des gens qui travaillent dans le bien-être, également les entrepreneurs, si ce sont vos cibles, ça va être plutôt tôt dans la matinée. Les gens qui sont très dans les communautés food, ça va être plutôt aux heures des repas. Et les personnes dont la cible, eh bien, ce sont des artisans, on va plutôt poster tard le soir, puisque les artisans rentrent tard le soir après leur journée de travail, et c'est à ce moment-là qu'ils vont être sur les réseaux sociaux. Quels outils utiliser? Alors bien évidemment, vous avez accès à vos comptes depuis vos smartphones ou votre ordinateur, mais on peut utiliser différents outils pour les réseaux sociaux qui vont permettre de programmer et d'analyser ces réseaux sociaux. Donc chacun a des modèles économiques différents, je vous laisse les tester. Mais ça peut être intéressant. Il y a juste un petit bémol, et c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas personnellement ces outils-là, mais ça c'est strictement personnel. C'est-à-dire que si vous voyez un petit peu en amont le point 6, identifier des personnalités. Si vous rédigez depuis, par exemple, ou de suite, un article et que je souhaite taguer François Quatreux, par exemple, François n'a peut-être pas sur tous les réseaux sociaux le même arrobase François Quatreux, par exemple. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir poster en l'identifiant. Et comme ça fait partie, vous le voyez au point 6, des points qui me semblent importants, je préfère donc passer sur chaque réseau social et selon ce que j'ai à dire, eh bien, je vais choisir le réseau social approprié. Alors, qu'est-ce qu'on va poster? Eh bien, on va d'abord démontrer son expertise, varier les sujets, encore une fois, c'est sur les réseaux sociaux, c'est comme de tout. Si on sait parler de tout et de n'importe quoi, comme on dit, eh bien, c'est très bien. On va également varier les modes de diffusion pour un sujet, c'est-à-dire qu'une même information, elle va être diffusée différemment selon qu'on est sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook ou les autres réseaux sociaux. Ou YouTube. Je nommais pas comment dire, YouTube qui est donc ceux qui ont suivi la formation de mardi il y a 2 jours, eh bien, ont vu que la vidéo était est un moyen de communiquer sur les réseaux sociaux extrêmement puissant. Donc, pour en revenir à ce point, vous pouvez éventuellement travailler votre information en vidéo. Alors, on va essayer de toucher d'une manière générale sa communauté au cœur. Pourquoi? Eh bien, parce que le cœur, c'est l'organe le plus proche du portefeuille, bien évidemment. Alors, on va essayer d'utiliser également des hashtags. Il vaut mieux éviter notamment sur des réseaux comme Instagram, de ne pas multiplier 30 hashtags, d'autant que une mise à jour récente d'Instagram vise à donner moins de visibilité aux gens qui, on va dire, suroptimisent avec des hashtags. Donc ça, c'était le journal du community manager qui nous l'indiquait. On va donc identifier des personnes sans excès, avec pertinence. Il faut que ce soit
bien approprié. Ça indique que vous travaillez en réseau avec des gens. C'est une forme de recommandation. Ça affiche vos publications aux amis de vos amis. Donc, il est recommandé également d'interagir avec sa communauté. Donc, on va répondre aux commentaires, même s'ils sont négatifs, avec toujours autant de bienveillance. Remercier lorsque vos posts sont partagés. Apporter votre expertise. Créer de l'interactivité, c'est-à-dire que un réseau social, donc il faut échanger avec les gens. Donc tout ça prend du temps, on est d'accord, mais c'est comme ça que vous allez aller à la rencontre de vos clients. Poster des articles de votre blog, qui doit être varié et répondre aux exigences SEO de Google. Et enfin, donner une info utile. Voilà. C'est éviter de parler de soi. C'est comme dans une soirée, si quelqu'un que vous rencontrez parle tout le temps de lui, c'est extrêmement pénible. Ou juste un peu. Partagez les infos qu'attendent vos cibles. C'est comme dans la stratégie qu'on a vue un petit peu plus tôt, eh bien, on a analysé, on est allé voir un petit peu à qui on s'adressait, eh bien, donc on sait quels sont les centres d'intérêt de ces personnes, et c'est de ça qu'il faut leur parler, bien évidemment. Parce qu'un prospect qui vient vers vous sera plus motivé pour acheter qu'un prospect après qui vous courez. C'est très important. Donc c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire que vous allez susciter l'intérêt des gens pour qu'ils s'intéressent à vous et à ce que vous faites, et à ce que vous vendez. Si vous essayez de courir après les gens, ils vont vous tourner le dos. Donc, à retenir, eh bien, développer ces réseaux sociaux, c'est 20% de technique et 80% d'affectif. Merci pour votre attention. Alors, j'ai 5 minutes d'avance. Est-ce que vous avez des questions sur ce que l'on vient d'évoquer? Merci beaucoup, Sylvain. Alors, en attendant, je vais peut-être poser juste une petite question. Tu disais tout à l'heure que présenter, ne pas vendre sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que quand on est commerçant, présenter sa dernière collection, ça se fait quand même ou c'est trop assimilé à vendre son produit en direct? Alors, il vaut mieux montrer le bénéfice du produit plutôt que d'aller indiquer qu'il y a moins 10% en ce moment. Une belle photo de mise en situation, on va dire par exemple un commerçant, hein, comme tu l'indiquais, eh bien, ça va être une mise en situation, c'est-à-dire on va voir effectivement cette robe, elle est jolie au soleil quand elle est bien portée. Ou bien on peut également, lorsqu'on est commerçant, parler des tendances de la mode et indiquer qu'on est en allant dans ce magasin complètement dans les tendances. Il faut essayer de faire rêver un petit peu. Le commerce, on va dire pur et dur, acheter un produit et le revendre, en soi, ça ne fait pas rêver. Mais vos produits peuvent être, on va dire, incités au rêve. Il faut voir comment est-ce qu'on on peut faire rêver avec vos produits. Voilà, faire rêver, c'est essentiel. Merci. J'ai vu que dans la conversation, Stéphanie posait la question, pensez-vous qu'il faut multiplier les réseaux sociaux pour une entreprise?
Alors, j'imagine. oui, en général, il y a plusieurs réseaux sociaux qui sont, utiles et nécessaires pour une entreprise, mais encore faut-il bien les identifier. Si on est en B2B, c'est-à-dire, qu'on s'adresse plutôt à des cibles qui sont des entreprises, heu, eh bien, on va aller plutôt sur LinkedIn, Twitter. A priori, Facebook, c'est moins l'endroit. Alors Facebook, c'est moins l'endroit, mais il faut quand même y être parce qu'avec, 2 000 000 d'utilisateurs, tout le monde a un compte Facebook, même des gens qui travaillent dans des entreprises, bien évidemment. Et puis, si on s'adresse à une communauté jeune en ce moment, il faut être sur TikTok, bien évidemment. Il faut apprendre à danser il faut apprendre à danser. Tu nous donneras des cours, Sylvain. Heu, Gravobook a J'en ai souhaité pas. poser une question. Je lui laisse ouvert Oui, son tout à micro. fait. Oui, merci. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Voilà, je cache pas, je travaille en ce moment avec quelqu'un qui est basé sur Le Havre en stratégie, développement, communication, éditoriale surtout, et améliorer justement les réseaux sociaux, enfin en tous les cas le mien en ce qui me concerne, et site internet, etc., au niveau de la rédaction et au niveau ce qu'il y a à mettre dessus. Voilà, moi j'ai quelques petites questions par rapport à ce qu'on vient de voir, et apparemment, voilà, on n'est pas forcément d'accord sur certaines choses. Alors, moi je vais certainement vous suivre. Là, par exemple, on me dit que sur Facebook, moi j'avais déjà mis une page en place. Il y a un peu plus de 200 personnes qui me suivent sur ma page Facebook, en tous les cas sur gravebook.com, et elle me dit que je pouvais mettre des travaux déjà réalisés, et refaire parler justement des travaux qu'il y a eu de fait. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Bon, alors je sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes Euh, dans quel métier? Comment? Vous êtes dans quel métier? Ah, je suis infographiste, hein, Oui? toujours. D'accord, OK, OK. Voilà. Donc voilà, je suis infographiste, metteur en page, C'est Mathieu? sur Claville, voilà, c'est ça. D'accord. Sur Claville, donc voilà. Donc bah, je sais pas, moi c'est ce qu'elle me marque dans son processus, ce qu'elle m'a envoyé. Maintenant, voilà, j'ai des doutes sur certains points. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, la question c'est, est-ce que c'est, publier des choses, Déjà fait par le passé, republier voilà, des en publications qui ont déjà été publiées par le passé pour agrémenter ma page, parce que effectivement, bon, bah, ça fait 3 ans que je suis ouvert en micro-entrepreneur, mais bon, l'année 2020 n'a pas été mirobolant à cause du Covid, et on sait tous pourquoi. Et puis l'année 2021 s'engage, voilà, guère mieux pour l'instant. Donc voilà, c'est heureusement que je travaille à côté, mais bon, voilà, ça me suffit pas pour l'instant, que ma micro-entreprise me suffit pas, quoi. Donc mmh, voilà. alors, moi je rejoins, la recommandation qui a été faite et il y a des gens qui travaillent très bien, au Havre, hein, il y a aucun problème. Alors sur ce point précis, republier des choses, oui, parce que et d'ailleurs, c'est un petit peu à ça que servent les outils de programmation que j'ai indiqués, Hootsuite, Buffer, et cetera. En fait, tout le monde ne voit pas vos publications. Lorsque vous postez, tous vos amis sur les réseaux sociaux ne voient pas, les publications que vous faites. Ça dépend, peut-être qu'ils ne sont pas connectés à ce moment-là, et cetera. Ça, c'est une première chose et puis, il y a un temps d'oubli également. Heu, Republier des réalisations, plusieurs mois après les avoir déjà publiées, c'est pas une mauvaise idée. Très bien, ben, merci pour la réponse apportée. Voilà et j'ai pas de problème à dire qu'il y a des bonnes stratégies, chez mes confrères. D'accord, ben, voilà. Merci beaucoup. Pour une boutique, non essentielle, donc fermée, est-il plus judicieux de vendre sur les réseaux sociaux ou sur un site? Les 2. Les 2, il faut savoir que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux et que, comme, pour attirer des clients, les réseaux sociaux, ça n'est pas tout. Alors ça a un grand succès, pourquoi? Parce que c'est gratuit,
bien évidemment. Poster, on peut le faire depuis son smartphone. C'est facile, même trop facile, par exemple, quand on est un président américain, pour l'anecdote. Plus sérieusement, vendre sur les réseaux sociaux ou sur un site, donc les deux. En fait, idéalement, je pense qu'il vaut mieux concentrer la vente elle-même sur le site pour des questions de pratique, et puis également pour récolter les infos des clients, parce que une grosse part de l'action marketing, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de récolter les infos des clients ou des personnes intéressées par vos produits, et donc ensuite de les ressolliciter, notamment par des newsletters. Donc, voilà, la vente en ligne, ça reste essentiel. Là, on vient de mettre en ligne le site avec mes partenaires, donc un site lié, j'en parlais tout à l'heure, au commerce dans le milieu de la moto. C'est un commerce non essentiel, et en fait, heureusement qu'on a mis en ligne le site, puisque les premières indications en termes de référencement, j'en parlais mardi dans ma présentation. En fait, sur le terme bot moto, le site était placé en 100e place, et depuis la refonte du site internet, il est maintenant en 8e place sur Google pour le terme bot moto, et donc c'est un formidable levier. Donc là, c'est une question de référencement, de ce qu'on appelle le SEO, le positionnement tout simplement sur les moteurs de recherche. Donc voilà, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, et vous avez voilà, une manne de clients potentiels qui vont être attirés par les moteurs de recherche, bien évidemment, et par Google en particulier. On avait Noémie qui souhaitait poser une question. Je vous laisse ouvrir votre micro pour la poser, s'il vous plaît. Et après, on passera à DCN. Alors, on ne vous entend pas. Si Noémie est avec nous. Non. Sinon, vous pouvez poser la question dans la conversation s'il y a un petit souci de micro. Je vais relever la question qu'on a eue tout à l'heure avec DCN. Quelqu'un qui est dans le développement web, est-ce qu'il y a un réseau social de prédilection pour sa communication ou non? Twitter. Twitter, pour moi, les geeks, les gens de la tech sont beaucoup sur Twitter. C'est le principal. Ensuite, sur LinkedIn. LinkedIn et Twitter, Twitter en premier pour moi. Merci. J'espère que je réponds. Alors, Noémie, question algorithme Facebook. Une fois que j'ai fait mon post, si je reviens là-dessus pour modifier, est-ce qu'il va être repéré sur la toile? Alors, les posts ne sont pas repérés sur la toile. Sur la toile, lorsque on avait posté 100 hashtags, puis je les ai rajoutés. D'accord. OK. Oui. Alors, les modifications de posts sont prises en compte, hein. Donc, les hashtags que vous rajoutez sont pris en compte. Les grosses machines numériques comme ça prennent en compte le besoin client. Donc, le besoin de vous qui êtes client de Facebook, d'une certaine manière, c'est bien que vos hashtags soient repérés, soient identifiés. Donc, alors,
bien évidemment, Google et Facebook ne livrent pas la recette de leur algorithme, hein, ça c'est évident. Mais pour moi, oui, les modifications sont prises en compte et le hashtag de toute façon, si vous avez mis un hashtag, vous faites une recherche et vous voyez si on voit votre post. Non, non, pas pour moi. Je vous en prie. Tu parlais tout à l'heure, Sylvain, des horaires pour poster, les horaires les plus pertinents. Oui. Je suis le seul à utiliser les réseaux sociaux en dehors de mon temps de travail, même si c'est pour des raisons professionnelles, et donc du coup en Non, dehors des créneaux que tu évoquais tout à l'heure. je te rassure, tu es pas le seul. Alors, c'est pas parce que je donne des conseils que je les applique moi-même. Donc, non, non, t'inquiète pas, parce que voilà, on a une activité et que travailler son marketing, ça nécessite beaucoup en fait, c'est un travail à temps complet, ça n'est que la promotion de son activité et on a l'activité en elle-même à utiliser. Donc voilà, voilà. Donc non, tu n'es pas le seul à utiliser tes réseaux sociaux en dehors des horaires de travail et certainement, pas forcément au moment où les gens le voient le plus, mais bon, heu, hein, on a des métiers, donc voilà. Une question de j'espère que je t'ai répondu, François. Sur Facebook, conseillez-vous les publicités sponsorisées? Si oui, à quelle fréquence? Alors oui, il y a, effectivement, toute une armada, donc de publicités ciblées, qui sont extrêmement efficaces. De toute façon, Google et Facebook ont le même modèle économique. C'est de récupérer des données pour cibler des publicités. Donc et elles sont extrêmement efficaces. Alors, à quelle fréquence? Heu, En fait, il faut, utiliser un petit peu la petite, technique que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire que tout d'abord, vous mettez une publicité, vous la diffusez. Ensuite, vous voyez, quels sont les retours, et ce qu'elle vous a rapporté, si ça a généré du trafic, si ça a généré des ventes. Ensuite, si vous vendez sur votre site, est-ce que votre site, il est complètement optimisé pour la vente? Est-ce qu'il est, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour vendre, hein? Parce que le fait de faire des publicités qui sont cliquées, mais vous avez les statistiques en fait. Vous pouvez faire le parallèle entre le nombre de clics sur la publicité et le nombre de ventes que ça génère. Normalement, votre site devrait identifier s'il est, pour les plus technologiquement avancés, il devrait indiquer, eh bien, que cette vente a été générée depuis une publicité Facebook. Ça, c'est, l'origine de la publicité et donc voilà, à partir de là, c'est ça qui détermine la fréquence. Si vous gagnez, de l'argent à chaque publicité, il y a pas de problème. De toute façon, les gens voient les publicités, ils sont libres de cliquer ou pas et si je ne me trompe pas, c'est, du CPC, du coût par clic donc les gens, cliquent ou ne cliquent pas. S'ils cliquent, c'est qu'ils sont intéressés et potentiellement, des acheteurs donc voilà. Tout dépend de votre budget, tout dépend, de votre retour sur investissement et surtout, en fait, de l'efficacité dans les faits de la publicité et du site internet de destination qui va, concrétiser la vente. Voilà. J'espère que je vous ai répondu. Alors, j'attends la réponse de Stéphanie qui d'accord, je vous en prie Stéphanie. Hem Il est plus utile d'avoir un compte Facebook ou une page pour faire sa communication? Alors très clairement, les pages d'entreprise, s'apparentent à des lieux de vente, hein. Sauf, si vous avez une forte notoriété, votre compte personnel,
votre profil personnel Facebook va avoir plus d'interactions et de gens qui vont être attirés parce que Facebook, c'est plus un réseau social de personnes. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux sont plus des réseaux sociaux de personnes physiques que d'entreprises. Sauf bien évidemment lorsqu'on s'appelle Coca-Cola, Nike ou Adidas. Donc, je vous conseille, enfin, vous aurez plus de toute façon d'interaction avec votre profil personnel. Donc, il faut travailler ce qu'on appelle son personal branding, c'est-à-dire sa marque personnelle, c'est-à-dire, eh bien, diffuser des choses qui soient, comment dire, qui répondent à l'ensemble des critères que j'ai cités un petit peu plus tôt dans la présentation. Donc voilà, pour répondre à votre question, le compte Facebook profil aura plus d'interactions que la page d'entreprise pour faire votre communication. Alors il faut les deux, et ce que je vous invite à faire, c'est de publier sur votre page d'entreprise et de la repartager sur votre compte perso. Comme ça, tous les gens de votre audience, en fait, qui sera plus nombreuse sur votre profil personnel que sur votre entreprise, eh bien, aura l'information qu'il y a une page entreprise et pourront aller la liker et s'abonner. Je vous en prie. Nous avons. Mathieu, tu souhaitais poser une question à nouveau ou tu as toujours la main, la main. D'accord. Ouais, une autre question par rapport justement au travail que je mets en place avec en fait l'agence Luz, en studio Luz, sur la façon de communiquer, parce qu'en fait sur ma micro-entreprise, je suis à la fois donc infographiste, metteur en page, hein, donc dans la communication, et aussi animateur à côté, animateur de soirée, DJ pour les mariages, etc., pour les fêtes de famille, pour plein d'autres choses. Et en fait, elle me suggère de mettre, voilà, de distinguer les choses et la communication et animation. Alors que moi, j'estime dans ce que je fais, en fait, que l'animation et la communication peuvent se rejoindre. Je donne un exemple tout bête. Par exemple, sur un mariage, quelqu'un qui va se marier, on peut me demander de faire les faire part, on peut me demander de réaliser un reportage photo que je sais faire aussi. Hein. On peut me demander aussi faire de l'animation. Moi, je suis trompettiste en plus de base. Ça fait 25 ans que je fais de la trompette. Donc, on peut me demander aussi de faire le mariage à l'église si les gens se marient à l'église. Enfin, il y a tout un panel que je propose. Et en fait, elle me disait, là, sur votre site, on ne sait plus de qui, de quoi. Alors, essayer de faire deux choses à la fois. Alors, est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a pas raison? Parce qu'elle me dit après, ça fait comme un gros tuyau. Et le gros tuyau, si on met les deux choses dans le même tuyau, en fait, le tuyau se trouve bouché, quoi. Donc, faut mieux prendre deux tuyaux et qu'un seul et que la chose soit bouchée. Alors, je ne sais pas là-dessus. Voilà, je ne sais pas. J'ai un doute aussi. Alors, effectivement, ça peut apporter quand même de la confusion. Dans l'esprit des gens, très, très sincèrement, je ne remets pas bien évidemment en cause vos compétences, mais dans l'esprit des gens, vous savez que les gens aiment bien mettre les gens dans les cases, hein. Donc ça peut paraître un petit peu confus, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord, de faire de l'animation communication. Je pense qu'il faudrait, travailler, ces 2 canaux, différemment. Oui, ça peut arriver d'avoir, il peut y avoir des interactions, et des échanges et des liens entre, par exemple, un site pour, l'animation de mariage et un site pour la communication. Heu, mais votre profil est assez atypique et on peut avoir un petit peu de mal à suivre, cette dichotomie, cette double, comment dire? Cette double, comment dire? Identité.
Oui, ça peut arriver, mais en général, on ne demande pas à un DJ de faire des faire-part. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous êtes DJ, vous allez avoir peut-être un peu de difficulté à aller faire des bonnes photos. Voyez? Possible. Ouais, ouais, je comprends. Tout Mm. ça, c'est effectivement, je suis assez d'accord, c'est un petit peu, confus. Moi, je verrais deux canaux de communication, différents, heu Ouais, parce que la communication, ça va être plutôt déjà des entreprises et puis les gens qui se marient, ce sont des particuliers. tout à fait, oui. Donc Mm. on s'adresse pas aux mêmes personnes. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Bah écoutez, en moins, c'est clair. De toute façon, je pense que c'est avec vous que j'ai rendez-vous demain. On va rien Oui, cacher. oui, oui, je vous confirme, je vous Voilà. confirme. Donc on en reparlera demain à 15h. Voilà. C'est ça, le rendez-vous est pris. D'accord, très bien. Ben, merci. Alors à demain. Petite Merci. précision, vous m'avez, glissé votre numéro dans le non, c'est vous qui Je ne m'appelez? crois pas. Non, je ne crois pas. Non, non, non. Il va falloir que je vous le laisse. J'ai- Vous avez mon numéro à l'écran là? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. J'ai un fixe par contre. Oui? Oui, Vous m'appelez sur le numéro qui est à l'écran? d'accord. Ok, d'accord, très bien. Ben, je vous appelle. Ok, il n'y a pas de souci. Entendu. Merci Mathieu, à demain. À demain. On va peut-être terminer, Sylvain, si tu le veux bien, avec une dernière question de Stéphanie, Oui. qui demande si on considère, si on peut considérer que Google My Business est un réseau social ou non. Réseau social, en soi non, mais par contre extrêmement, important. De toute façon, il fait partie de la sphère des outils, Google. Donc, ça va de Google Analytics à la Google Search Console, et donc il est inclus dans cet ensemble de dispositifs. Il génère du trafic. Donc, alors effectivement, Google offre la possibilité de faire des posts, de poster des photos, de mettre un certain nombre de choses. Alors je ne l'entends pas comme un réseau social, mais comme un outil complémentaire, tout comme AdWords, ça s'affiche dans la SERP, les résultats de Google. Alors, réseau social, non, mais par contre extrêmement important et à cultiver, tout comme les avis Google. Tout ce qui est populaire dans les avis Google est, bien évidemment, communiqué sur le moteur de recherche. Donc, voilà, extrêmement important à cultiver et à développer. Très bien. Bah, écoutez, je pense on a passé en revue quasiment toutes les questions. Merci beaucoup Sylvain pour ta présentation. Si je crois que tu souhaites diffuser la publication, n'hésitez pas à nous indiquer si vous vous opposez à ce qu'on vous transmette des éléments conformément à la réglementation. Donc, sinon, Sylvain vous transmettra la présentation qui a été diffusée ce soir. Alors, si tout va bien, elle est partie à 19h30, donc il y a 6 minutes, et donc elle, D'accord. elle est déjà dans les boîtes mail, mais effectivement, si les personnes ne souhaitent pas, puisqu'elles se sont inscrites à cette présentation, si elles ne souhaitent pas continuer la conversation avec l'agence de stratégie, ils peuvent se désabonner au bas du mail. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie tous. N'hésitez pas à contacter donc Sylvain pour toute question relative au développement de la communication en général, hein, en englobant tout. Et puis n'hésitez pas non plus à solliciter Cosen Développement pour tout projet d'entreprise ou toute aide qu'on pourrait apporter, y compris financière avec nos partenaires pour votre entreprise, si vous êtes sur le territoire de Cosen Aglo. En tout cas, merci à tous. Bonne continuation sur la semaine du numérique parce qu'il y a encore des événements dédiés au grand public. N'hésitez pas à vous inscrire. Tout est sur cosen.fr. Euh, et puis, Sylvain, on se donne peut-être rendez-vous lors d'une prochaine Voilà. session Je, je si on te, reparle je, de je- communication, de marketing. je peux presque te serrer la main, François, tu vois. Je te fais un check Check, de loin là, check, check, check. dans le respect des gestes Exactement, barrières. absolument. Merci à tous, bonne continuation et puis prenez soin de vous. Au Au revoir. revoir. Merci.